Donc après ces exposés très précis sur l'état de notre agriculture et sur l'état du manger dans les cantines, on va vous ouvrir un peu les portes de notre cuisine centrale et vous dire, 7 ans après, ce qui a pu être mis en place au sein de la structure. Donc après un court exposé qui vous reprend le contexte dans lequel le Civuresque est né et a mis en place ses différents projets. Donc le Civuresque, c'est un syndicat intercommunal des villes de Pantin et de Blanc-Ménil qui représente à peu près 120 000 habitants. Donc né du rapprochement de 2 villes, Pantin-Blanc-Ménil dans le 93, avec pour objectif principal donc, de maintenir la restauration collective dans un cadre de service public avec efficience, d'un outil moderne et rationnel, de conserver bien entendu une taille humaine, 43 collaborateurs qui travaillent au quotidien, et de développer la qualité du repas et la sécurité alimentaire. De promouvoir le bien manger auprès de nos convives et des usagers, avec une mise en place dernièrement d'un système de management de la qualité, puisque nous avons été certifiés en février 2017 ISO avec sa version 2015. L'objectif de la certification a été porté par le politique, c'est important de le souligner, puisque on avait pour objectif de démontrer qu'une cuisine centrale intercommunale était capable de s'inscrire dans une démarche axée sur la satisfaction du client, comme le nom de la certification l'impose, ou de l'usager pour le service public. C'est aussi une recherche permanente de son amélioration et de respect de la réglementation des métiers. Donc, le Civuresque, donc l'assiette de demain, dans la thématique de l'assiette de demain, la volonté politique était une volonté des premiers jours, puisque le portage de la mise en place des menus bio l'a été depuis 2005, puisque le Conseil syndical a adopté une charte de qualité prônant le recours aux produits issus de l'agriculture biologique et le rapprochement des producteurs et des consommateurs. En 2011, on a eu une année charnière, puisqu'on a rencontré le GAB Île-de-France et on a mis en place avec le Ciresco, la filière du groupement des agriculteurs biologiques. 2012-2016, la ferme bio Île-de-France remporte le marché des fruits et légumes bio au sein de la structure, ce qui nous a permis de développer un partenariat privilégié avec la filière bio. Puis en 2007, les références bio inscrites au niveau des BPU nous permettent d'avoir un lot bio relativement compétitif par rapport au subventionnel. Donc dire que le bio coûte plus cher que le conventionnel, à certains cas, c'est pas la réalité, puisqu'on se retrouve avec des menus bio beaucoup plus compétitifs que des menus conventionnels. Donc c'est tout un travail à faire auprès de nos acheteurs, auprès de notre service achat, pour justement être en contact direct avec les fournisseurs et avoir des opportunités pour positionner des produits issus de l'agriculture biologique dans nos menus. Une progression régulière du bio en 7 ans, donc c'est juste la diapo d'avant. Donc à ces prémices, donc en 2010, nous étions à 6,5% de produits bio dans nos menus, et aujourd'hui, en 2017, on atteint les 20% de produits issus de l'agriculture biologique. Donc 2 indicateurs sont présentés ici. Donc il y a l'indicateur de présentation, qui est l'indicateur dans lequel on retrouve le nombre de menus bio présentés, le nombre d'éléments présentés dans nos menus, et le pourcentage des achats alimentaires. Donc on constate bien qu'avec une poussée entre 2010 et 2017 multipliée par 3 au niveau de l'indice de présentation, le pourcentage des achats, lui, n'a augmenté, on va dire, si on spécule sur l'effet 2010, à moitié. Donc on peut multiplier par 3 les indices de présentation en multipliant par 2 simplement le taux d'achat dans nos denrées. Donc je passe la parole à Magali qui va vous expliquer concrètement avec les équipes ce qui a été mis en place pour faire ce pas vers une présentation beaucoup plus accrue des produits issus de l'agriculture biologique et vous présenter aussi un projet sur la lutte contre le gaspillage alimentaire dans nos cantines. Merci. Alors donc je veux vraiment revenir un petit peu sur l'étape un peu charnière, effectivement, qui sont positionnées au moment des premières rencontres de la terre à l'assiette, excusez-moi.
Donc on parlait d'une réelle volonté politique, et c'est vrai que ça s'est aussi finalement traduit par des moyens humains, puisque un poste quand même a été créé au niveau de la communication et de l'animation, avec quand même aussi comme mission de suivre et de piloter cette introduction du bio voulue par le Conseil syndical dès l'adoption d'une charte en 2005. D'où voilà, l'intérêt que je peux porter au suivi de cette introduction progressive du bio. Et je reviens bien sur cette dimension de progressivité, parce qu'effectivement, il faut donner le temps au temps pour cette mise en œuvre du bio dans les repas, pour peut-être éviter certains écueils aussi de facilité d'approvisionnement en œuvre du bio dans les prestations du Civuresque. On a dans un premier temps privilégié la notion de menu complet pour qu'il y ait un impact en fait plus parlant et une communication plus facilitée, pour pouvoir du coup relayer en fait l'accompagnement et la sensibilisation en lien avec ces menus complets de l'entrée au dessert. Cette présentation, au fil du temps, s'est rapprochée avec une fréquence de présentation de plus en plus rapprochée. Au départ, un menu par mois, et puis au jour d'aujourd'hui, on est plutôt à un menu par quinzaine, voire peut-être à 10 jours. Ce qui s'est fait en parallèle également, ça a été d'étoffer au fil des années une gamme de composantes ravitaillées systématiquement selon le mode de production de l'agriculture biologique. Les filières qui se sont le plus facilement, on va dire, engagées dans cette facilité de pouvoir avoir les approvisionnements nécessaires ont été les féculents secs, donc effectivement riz, pâtes, semoule, quinoa, les lentilles, donc lentilles Bio Île-de-France ont été à l'honneur de nos menus pendant 4-5 années. Les laitages aussi, la filière laitage avec de grands groupes a pu se structurer, et les ovoproduits. Voilà, donc c'est vrai qu'on a ciblé aussi des produits pour lesquels il y avait notamment les ovoproduits, une pression un petit peu aussi forcément liée à certains scandales sanitaires. Donc voilà, et essayer aussi de mettre à l'honneur des produits pour lesquels les filières un peu plus conventionnelles ont mis un peu le doute dans notre assiette. Alors, au niveau de l'accompagnement de ces prestations, et ça c'est un point essentiel, parce que faire de la bio pour faire de la bio dans nos menus n'a pas de sens si effectivement il n'y a pas de formation en amont. Donc nos cuisiniers ont eu différentes séances et sensibilisations. On a aussi également fait intervenir auprès de nos responsables restauration des villes des séances de formation et de sensibilisation. Et au sein en fait du pôle communication animation du Civuresque, on s'est engagé dans un programme d'ateliers ludopédagogiques que l'on propose en lien avec nos menus bio, si possible, mais pour d'autres opportunités également, sur les temps de la pause méridienne, le jour où il y a un menu bio, et effectivement, on se met en lien avec les équipes animation et on décide de prendre en charge des groupes d'enfants avec leur animateur autour d'outils pédagogiques, petits films, des supports de jeu, pour leur présenter quels sont les grands principes de l'agriculture biologique, en quoi effectivement la ville là où ils mangent est soucieuse d'amener des produits sains et de qualité au niveau de leur repas, parce qu'on sait que l'accès au bio n'est effectivement peut-être pas possible dans bon nombre de nos familles, sur les territoires un peu en difficulté où nous sommes. Donc c'est aussi cette chance-là, on va dire. Et leur donner un petit peu les clés en tant que futurs consommateurs, que effectivement les choix qu'ils vont faire ou que peut-être leurs parents peuvent faire
a un impact justement sur notre environnement, sur notre climat, et que certains choix peuvent aider à minimiser cet impact. Voilà. On est relais aussi sur des événements nationaux comme Printemps Bio, Semaine Durable, qu'on met à l'honneur en général. Ça tombe en même temps que des événements municipaux. Sur la ville de Pantin, ça tombe souvent en même temps que la fête de la ville. Donc on a souvent travaillé avec un animateur pédagogique du GAP sur ces moments-là pour venir animer des ateliers de dégustation, de sensibilisation. Ça marche très bien du coup pour un public beaucoup plus large, mais que sont finalement les usagers de la ville. Et communiquer en mettant à disposition des supports d'information, en étant ressources également, dès lors qu'une équipe référent restauration ou animation souhaite des informations sur l'agriculture biologique. Donc voilà pour un des volets qui était vraiment initié dans les premières rencontres, et voilà 7 ans ce qu'on a pu faire au sein du Civuresque. Un autre volet important a été forcément la prise de conscience du gaspillage alimentaire, notamment dans le contexte du plan déchets 2014. Donc nous, on a une commission d'élus qui s'appelle la commission de la prestation, qui s'est saisie de cette problématique et qui du coup a saisi le conseil syndical pour qu'un travail soit effectué sur ce sujet d'actualité. Donc nous avons été missionnés pour piloter un diagnostic quantitatif et qualitatif sur les restaurants scolaires. Et en interne, on a aussi travaillé sur nos sources de gisement pour évaluer un petit peu aussi finalement quel niveau de gaspillage il pouvait y avoir. Parce qu'avant même d'envisager des plans d'action, il faut effectivement arriver à le quantifier et à le qualifier. Donc une première vaste étude a été menée sur 6 sites pilotes que les villes ont désignés, avec donc des mesures de pesée de déchets alimentaires par composante du menu, des questionnaires vers les enfants sur le recueil de la satisfaction, sur le recueil de la satiété, sur leur vision aussi du gaspillage, et des entretiens avec les référents en restauration et animation. Les premiers résultats étaient édifiants, parce que voilà, sur ces 6 sites pilotes, sur 88 pesés, on était à plus de 2,5 tonnes jetées sur cette période, ce qui fait un poids moyen jeté par convive servi qui était près des 160 grammes. Donc en gros, on était à 33-35% du poids du repas. Donc finalement, on était aussi assez en phase avec les chiffres. Il y avait peu de chiffres encore à l'époque sur le gaspillage. En scolaire, on est sur une moyenne de 120-130 grammes. Donc effectivement, on était même un peu au-deçà. En tout cas, cette étude nous a permis de nous amener vraiment un certain nombre de données, aussi bien quantiques et très pertinentes à exploiter, puisqu'on a pu voir vraiment plat par plat ce qui était le plus jeté, ce qui était le plus apprécié. Et de ça, du coup, nous avons pu émettre un plan d'action qu'on a mis en application dès le 2e semestre 2015 et sur 2016. Alors, il y a eu un gros travail vraiment prestation, on va dire, où on a repensé en fait nos menus avec la mise en place d'un nouveau plan alimentaire que les villes ont validé sur la base d'une alternance de menus à 5 ou 4 composantes. Effectivement, la 5e composante pouvant parfois être peut-être cette composante un peu de trop ou un peu moins bien, qui passe un peu plus vite sur le plateau et du coup peut-être jetée. Donc la pertinence de construire des menus à 4 s'est avérée un peu une évidence pour pallier à ce gaspillage. On reste toujours dans ces cas-là, dans ces menus, sur une entrée, un plat, une garniture et un dessert. Le laitage pouvant être, dans ces cas-là, intégré, soit c'est le dessert, soit intégré dans un gratin, dans une entrée. Donc il y a vraiment eu à repenser d'un point de vue nutritionnel nos menus. On a aussi travaillé sur l'adaptation des recettes, simplifier certaines recettes que nous avons vues, des entrées un peu trop complexes qui étaient quasiment jetées à 80%. Revoir les présentations aussi, donc peut-être travailler davantage de purée, travailler les mix légumes féculents différemment, parce que certaines recettes de mix ne plaisent pas du tout. Les grammages, ajustés au mieux, notamment pour les maternelles, où on avait des taux de gaspillage assez conséquents.
pour se mettre plus en lien avec les goûts et l'appétit des convives, bien évidemment, puisque ce qui reste important, c'est le plaisir à table et que le repas soit pleinement consommé. Sur ce plan d'action, nous avons également investi à nouveau l'étape qui, sur nos deux villes, se positionne en partie sur la pause méridienne et organisé des événements municipaux autour de projets éducatifs sur le gaspillage alimentaire. Donc là également, on a mis en place des ateliers de sensibilisation, d'abord présentés sur les 6 sites pilotes. Même principe, des vidéos, des jeux monter, construire un jeu de société sur ces projets. On s'est fait aussi épauler par un outil pédagogique du SICTOM qui s'appelle la cuisine anti-gaspi, qui permet un bon échange avec les enfants et les animateurs sur... on est un peu comme dans une cuisine et on voit un petit peu des gestes anti-gaspi qu'il convient d'adopter. On a fait une campagne d'affichage sur les restaurants scolaires et on a également mené une seconde vague de pesée où là, les enfants et les animateurs ont vraiment été mis au cœur du dispositif en leur apportant des outils pour se démarquer un petit peu et organiser leur pesée. En interne, on a travaillé sur la valorisation des déchets alimentaires incontournables en rédigeant et en pouvant mettre en place une convention de don alimentaire signé avec les maraudes des Restos du Cœur. Dans le cadre d'un projet, d'un appel à projet, nous avons une des interlocutrices essentielles de ce dispositif dans la salle, en le nom d'Anne Tison. Donc sur ce projet qui a mis un petit peu du temps à se mettre en place parce qu'effectivement, les uns et les autres, nous avons nos contraintes, des contraintes sanitaires, des contraintes purement pragmatiques, humaines aussi. Mais en tout cas, voilà, depuis novembre dernier, le don est effectif, étant bien entendu l'idée d'essayer de ne pas jeter ce qui peut éventuellement être revalorisé dans l'immédiat, puisque là, on a une marge de manœuvre assez idéale, puisqu'on peut quand même donner des produits dont la DLC est au jour même, et ça va être redistribué dès le soir sur la tournée des maraudes. Et puis nous avons initié des rencontres avec les CIVOM de nos ETP respectifs autour justement de la gestion des biodéchets. Là, pour le coup, il y a encore un petit peu de travail sur ces filières de valorisation des biodéchets. Mais je pense que par ce type d'action que nous pouvons faire, effectivement, ça peut porter pour qu'à l'avenir, cette filière-là se structure et réponde pleinement aux contraintes de la loi de la valorisation des biodéchets. Voilà. Bon, en tout cas, pour ce plan d'action, l'évaluation 2016 nous a permis d'avoir un gain de 25% de réduction sur les poids moyens jetés. Donc comme quoi finalement un travail combiné sur la prestation, sur la sensibilisation, l'accompagnement, également sur une prise de conscience collective, peut donner déjà les prémices de bons résultats qu'il convient de pérenniser, bien évidemment, en continuant à mettre autour de la table l'ensemble des acteurs. Voilà, ça je pense que c'est vraiment ce qui peut ressortir aussi finalement de la journée d'hier. Je fais un petit écho à Eric sur ce qu'il a pu dire, mais effectivement, remettre l'acte alimentaire, revaloriser avec l'ensemble des acteurs, qui est cette prise de conscience, collective. Et ça, je crois que c'est le travail que nous, au Civuresque, on essaye de faire vraiment avec la proximité de nos deux villes. Voilà pour le Civuresque. Merci pour votre exposé très concret. Bonjour à tous, Frédéric Souchet, directeur général du Civu Coquelicot. Alors, Coquelicot, c'est 14 500 couverts jour, c'est 3 millions de prestations à l'année. Bon, ça, c'est pas très important. Ces rencontres sont vraiment une source importante pour nous parce qu'on rencontre diverses personnes et c'est toujours intéressant d'échanger. Cependant, moi, je suis toujours agacé, mais ça fait 30 ans que je suis agacé,
Et ce que je vois, ce que j'entends depuis des années et des années, cette course au pourcentage au bio, on a l'impression que c'est une course. Moi, je fais 15, moi, je fais 18. Bon, moi, j'ai réussi à faire 40 et il y en a un qui va faire 120 bientôt %. Pourquoi je suis agacé? Parce que aujourd'hui, c'est pas simple. C'est pas simple. On demande beaucoup à la restauration collective. Restons les pieds sur terre. Un repas en restaurant collectif en matière première, c'est quand même 2 €. Il faut se le dire, 2 €. Dans ces 2 €, on demande en permanence à la restauration la plus pauvre de notre pays d'être le plus formidable. Il faut faire des menus équilibrés. Il faut faire des menus qui plaisent aux enfants. Il faut répondre aux attentes des parents, le sans viande, etc., etc. Il faut répondre à une sécurité sanitaire. Il faut faire pas mal de choses. On est toujours les plus pauvres. Et maintenant, on nous demande de faire du bio. Hier, il y avait un grand débat. Il faut afficher toutes les fiches techniques. Et la réflexion que je me disais, mais pour ceux d'entre nous qui ont eu la chance d'aller dans un restaurant gastronomique où on paye 300 € par tête, par personne, est-ce qu'on va demander au chef, tu peux me donner ta fiche technique pour que je vérifie si j'en ai eu vraiment pour mes 300 €? C'est quand même délicat. Alors, on va progresser, on va avancer, on entend tout ce que vous dites, on est d'accord avec vous, mais de temps en temps, laissez-nous souffler, laissez-nous le temps de mettre les choses en place, parce qu'on ne peut pas aller plus vite que tout l'ensemble de la restauration qui ont certainement plus de moyens que nous. Il faut savoir également que la restauration collective souffre d'un grand mal, d'un grand mot, je ne sais pas comment on dit, enfin elle souffre en tout cas. Nous n'avons de moins en moins de professionnels. Les écoles hôtelières ne sont plus ce qu'elles étaient. Aujourd'hui, j'apprends même qu'il y a des écoles hôtelières, ils ne cuisinent même plus. C'est que des fiches techniques. Bon, alors aujourd'hui, on est même centre d'apprentissage, c'est-à-dire quand on recrute un cuisinier, on lui apprend à cuisiner. C'est quand même formidable. Alors, on va continuer parce qu'on a bien compris qu'on avait un intérêt national, territorial. Ce que l'on achète avait même une conséquence sur le territoire. J'invite à tous ceux qui prônent cette chose-là à bien insister auprès de nos élus parce que souvent, c'est le cadet de leurs soucis. Hein. Pour eux, la cantine, c'est juste une dépense, la 4e dépense de leur collectivité territoriale. Et s'ils peuvent la réduire encore, ce sera encore bien, ce sera encore mieux. Donc voilà, je demande à tout le monde d'être indulgent. On va y aller, on va progresser, mais mettons pas la charrue avant les bœufs parce que c'est quand même difficile. Cependant, Magali va vous présenter quelques projets parce qu'on avance. Le sans-viande, pour nous, c'est une vieille histoire. Le sans-viande, ça fait plus de 10 ans qu'on est passé à cela. On n'en parle même plus pour nous du sans-viande. Le gaspillage alimentaire, on a travaillé dessus il y a 3 ans. Les marchés publics avec la notion de dépense carbone, là aussi, c'est quelque chose qui est un petit peu derrière nous. On parle aujourd'hui d'économie circulaire. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que savoir ce qu'on a acheté avant, mais surtout qu'est-ce qu'on va faire de notre gaspillage alimentaire, qu'est-ce qu'on va faire de nos cartons qui sont... Alors là, je ne vous raconte pas, hein, si un jour vous venez dans une cuisine centrale, le nombre de cartons qui existent, c'est affolant. Mais tout ça, c'est des sujets auxquels on est bien présent. Et puis, ce que je voulais dire pour finir, quand même préoccupons-nous des enfants. Il n'y a pas d'enfants ici présents aujourd'hui, c'est bien dommage. Parce que nous, adultes, on a bien pris conscience qu'il fallait certainement accentuer le bio, faire en sorte qu'on mange le plus sainement parce que ça avait un intérêt sur notre santé. Mais l'enfant dans tout ça, j'ai vu tout à l'heure, il y avait le représentant de Pâtis Bio qui fait un pain extraordinaire. Mais on a bataillé tous les deux parce que pendant plus d'1 an, en commission de menu, les enfants nous ont dit « mais votre pain, il n'est pas bon. On ne l'aime pas. La mie est dure. Nous, on préfère du pain bien blanc, bien aéré. » qui à 14h est dur comme du bois, vous savez, on l'a tous connu celui-là. Mais il est là la réalité. Les tomates qui arrivent en septembre, octobre, qui sont magnifiques, mais d'agriculture biologique, vous savez, elles ne sont pas totalement rondes, pas totalement rouges, elles ont des bosses sur le côté, elles ont des... ça, les enfants, au départ, ils ne les aiment pas. Parce que pourquoi ils ne les aiment pas? Parce qu'il n'y a pas eu d'apprentissage. On ne les a pas éduqués. Et nous, on est en Île-de-France et ils ne savent pas, nos enfants.
Alors bon, ils ont quand même compris que le lait, il n'était pas forcément élevé en briques. Hein, il y avait une vache derrière. Ils sont quand même pas si idiots que ça. Mais des tomates avec des petits boursouflets sur les côtés, ils ne connaissent pas. Les poires qui sont super bonnes mais qui sont un peu tordues, biscornues, ben non, ils n'en veulent pas. Eux, ils veulent quelque chose de bien luisant, bien joli. Alors aussi, n'oublions pas l'éducation aux enfants. On n'y arrivera pas si les consommateurs n'adhèrent pas à la nouvelle façon de se restaurer. Voilà, j'en arrête là. Donc, bonjour à tous, donc Magali Tempo, moi je suis responsable qualité et nutrition à Coquelicot avec une autre casquette parce que je suis aussi diététicienne. Donc je travaille en collaboration avec Monsieur Souchet sur tous les projets qui concernent donc notre restauration collective. Donc c'est vrai qu'après la maîtrise de la sécurité alimentaire et notre volonté vraiment de vouloir maintenir une prestation de qualité, parce que chez Coquelicot effectivement on y tient, c'est tous les jours, c'est de la viande fraîche, c'est du poisson frais, ce sont des légumes frais également, c'est du poulet label rouge. Et bon, il y a du pain bio effectivement tous les jours et des pains variés tous les jours avec de la baguette, avec des pains de campagne, avec des petits pains spéciaux. Voilà, on essaye vraiment d'offrir une prestation alimentaire de qualité. Aujourd'hui, notre nouveau défi, on en a parlé tout à l'heure, c'est la restauration responsable. C'est effectivement le développement durable à travers toutes ces dimensions. Donc ces dimensions, la dimension environnementale, la dimension nutritionnelle, mais également la dimension sociale et éducative. Et dans cette démarche s'inscrit notre menu pour la planète que je vais vous présenter. Et toutes les actions effectivement qu'on a menées autour de ça. Ça a commencé effectivement par la création d'un lot spécifique de produits d'agriculture biologique. On avait cette volonté effectivement et on était vraiment sensible à l'importance d'introduire plus de bio dans nos menus, mais pas n'importe quel bio. On voulait pas effectivement, on voulait pas commander du bio auprès de nos fournisseurs conventionnels parce qu'ils sont pas spécialisés. Parce que commander du bio qui est importé, ça ne nous intéresse pas. Donc on voulait vraiment du bio local qui a un sens par rapport à cette démarche. Et donc en 2015, on a pu effectivement créer un marché avec le Gap Bio pour avoir, en ciblant précisément les produits. Alors oui, on n'a pas un cahier des charges qui est très développé, mais on a un cahier des charges qui a été bien ciblé en fonction des disponibilités de produits en bio local. Donc on a de la tomate, mais la tomate en saisonnalité, en saison. Donc la tomate, c'est septembre et jusqu'à mi-octobre. On a des pommes, on a des poires, on a des yaourts, on a de la lentille, on a de la betterave et de la carotte. Voilà. Et on a un petit peu de camembert aussi. Donc ça, c'était aussi une spécificité. On a travaillé, on a eu la chance de recevoir aussi une délégation d'agriculteurs bio locaux dans notre structure pour leur présenter notre outil de production et pour leur présenter aussi les contraintes de production de la restauration collective. Comme ça, on a travaillé ensemble sur nos contraintes et nos attentes pour voir comment eux aussi pouvaient répondre à nos attentes tout simplement et comment on pouvait travailler ensemble. Ça, c'est important. Et par rapport au gaspillage alimentaire, donc ça aussi, effectivement, on a fait un gros travail là-dessus par la gestion des effectifs, par la révision des grammages. On a effectivement ces fameux grammages du GMRCN à respecter. Mais on sait que pour certains produits, certains aliments, ils sont excédentaires. Et de retrouver effectivement tous ces produits à la poubelle, ça ne nous intéressait pas. Donc on retravaille un petit peu sur tous ces grammages. Et dernièrement, on a réussi à mettre en place un partenariat avec le Secours populaire de France pour pouvoir donner les repas non consommés, non distribués aux familles qui sont en difficulté. Donc là, c'est une réelle avancée aussi dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc je vais vous présenter en détail ce fameux menu pour la planète, on en a parlé tout à l'heure. Donc qu'est-ce que c'est que ce menu pour la planète ? Donc ce menu pour la planète, il a été mis en place en avril 2006. On a démarré avec un seul repas par mois et puis il a eu beaucoup de succès. Donc on est très vite passé à partir de septembre à 2 repas par mois. Donc c'est un menu spécifique en faveur du climat et on a longtemps débattu sur l'appellation de ce menu. Est-ce qu'on l'appelle végétarien ? Est-ce qu'on l'appelle... Mais non, végétarien, il y a le mot rien et le mot rien, c'est vraiment pas valorisant. Donc non, on ne l'appellera pas végétarien. Et on a voulu vraiment parler de ce menu dans toute sa dimension environnementale. Donc c'est un repas équilibré à base de protéines végétales. Alors on va utiliser les différentes sources de protéines végétales. On a parlé des légumineuses tout à l'heure, mais pas uniquement. Donc c'est les légumineuses, ce sont les céréales,
Ce sont les graines oléagineuses, c'est le soja également. Rappelons que dans le soja, on trouve effectivement tous les acides aminés essentiels dont le corps a besoin, aussi bien que dans la viande. C'est également les algues, et on a pu faire une recette à base d'algues auprès des enfants. Donc l'idée, voilà, c'est de jouer effectivement sur la complémentarité entre toutes les différentes sources de protéines végétales pour apporter à nos enfants en fait un apport optimal en acides aminés essentiels pour assurer effectivement leur croissance. Alors, 4 axes principaux dans ce menu pour la planète, donc vous avez compris des menus sans viande et sans poisson. Donc ça, c'est assez nouveau, effectivement. Les parents commencent à accepter ce type de repas. Ils sont même en demande. Ils sont très satisfaits, effectivement, de cette démarche. Ce sont des menus également avec plus d'ingrédients issus de l'agriculture biologique locale. Ce sont des menus aussi avec moins de produits transformés et moins de produits emballés. Et c'est des menus aussi où on maîtrise mieux, effectivement, les portions pour limiter le gaspillage alimentaire. Donc, pourquoi effectivement on a choisi de mettre en place ces menus ? Parce que c'est moins d'émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation. Nous, effectivement, à notre échelle, on peut y contribuer un petit peu. On rappelle que l'alimentation aujourd'hui représente 36% des émissions de gaz à effet de serre en France, donc dont la moitié est due à la seule production de viande. Donc ça, c'est important. Donc quelques chiffres inquiétants. Alors, on a parlé de ces chiffres hier. Je tiens à préciser que ce sont des chiffres qui ne sont pas des données scientifiques, mais des données que l'on trouve effectivement fréquemment sur Internet, notamment effectivement par rapport au volume d'eau qui va apparaître tout à l'heure. Donc 1 kg de viande de bœuf, c'est 18 kg d'équivalent CO2. 1 kg de légumes secs, c'est 0,2 d'équivalent CO2, soit 90 fois moins que la viande. 1 kg de viande, c'est 7 kg de céréales et 15 400 litres d'eau. C'est plus par rapport à ce chiffre ce chiffre est un petit peu contestable parce qu'effectivement, dans ce volume d'eau, il y a aussi de l'eau de pluie, mais ça, effectivement, on n'en parle pas. 1 kg de bœuf bio, c'est 1/3 de moins en gaz à effet de serre. Et 1 kg d'emballage plastique, c'est aussi 1 kg de gaz à effet de serre. Le plus santé, parce qu'effectivement, il y a cette dimension nutritionnelle auquel je tiens vraiment. Donc des repas moins copieux avec des portions plus ajustées aux besoins de chacun. Des repas sans viande moins riches en graisses saturées à l'origine des nombreuses maladies cardiovasculaires aujourd'hui. Et des menus donc issus avec de l'agriculture biologique, donc une meilleure densité nutritionnelle, ça s'est prouvé, et surtout moins de résidus de produits phytosanitaires. Et enfin, donc des repas sains à base de protéines végétales, riches en glucides complexes et fibres, qui permettent une meilleure satiété et effectivement un meilleur équilibre alimentaire, une meilleure satiété permettant effectivement de lutter contre ces fameux grignotages de la journée. Donc réduire la consommation excessive de viande. Pourquoi ? En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu l'évolution des consommations alimentaires en France. En 1920, les 3/4 des protéines consommées étaient d'origine végétale. Aujourd'hui, les 3/4 sont d'origine animale. Entre 1950 et 2000, la consommation mondiale de viande a été multipliée par 5. Et nous consommons en moyenne 90 grammes par jour de protéines, soit le double de nos besoins. Et ça, c'est vrai aussi chez les enfants. Les enfants ont des apports en protéines aujourd'hui qui sont vraiment, vraiment excédentaires par rapport à leurs besoins. Donc, il faut revaloriser les protéines végétales. Donc, les Français consomment aujourd'hui plus de glucides simples que de glucides complexes. C'est valable surtout chez les adolescents, avec effectivement les sodas, les biscuits sucrés, etc. Et effectivement, les glucides complexes, autrefois, étaient apportés avant tout par les céréales, les légumineuses et les pommes de terre, que l'on consomme vraiment moins aujourd'hui. Et donc, les Français consomment 10 fois moins de légumes secs qu'il y a un siècle. Alors, il faut savoir juste par rapport aux protéines végétales et notamment aux légumineuses, c'est que dans les nouvelles recommandations nutritionnelles, les légumineuses qui font partie du groupe des féculents sont sorties du groupe des féculents et font partie maintenant d'une véritable famille alimentaire de par leur qualité nutritionnelle. Donc les légumineuses, donc les féculents, c'est un féculent à chaque repas, la recommandation restera la même, mais pour les légumineuses qui sont sorties de ce groupe-là, il est recommandé aujourd'hui d'en consommer au moins 2 fois par semaine. Donc augmenter les apports en fibres, ça aussi, ça fait partie
de cet objectif. Là encore, effectivement, du fait de l'évolution des consommations, notre consommation moyenne de fibres a diminué nettement depuis les années 1920, puisqu'elle est passée de 31 grammes à 16 grammes par jour. Donc elle a diminué de moitié, alors qu'aujourd'hui, les apports recommandés en fibres restent de 25 à 30 grammes par jour. Donc on est loin, 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 effectivement, des recommandations. Donc, conséquence de ce changement de consommation, c'est l'apparition des fameuses maladies chroniques modernes, le surpoids, l'obésité, le diabète. Le diabète, il s'est prouvé que 25% effectivement des diabètes aujourd'hui peuvent être liés à une cause d'origine alimentaire. Les maladies cardiovasculaires, etc. Donc, réduire la quantité de viande proposée dans les menus scolaires, quel intérêt? Un meilleur équilibre nutritionnel, préservation de l'environnement, des repas plus variés. Effectivement, quand on propose de la viande, ça reste de la viande en sauté, de la viande en rôti, de la viande en escalope, alors qu'effectivement, avec les légumineuses, il y a une offre, une variété qui est vraiment, vraiment extraordinaire. Et on travaille avec nos cuisiniers pour élaborer à chaque fois des nouvelles recettes. Ça a été difficile de les convaincre au départ dans cette démarche, parce qu'effectivement, dans le CAP de cuisine, on apprend d'abord à cuisiner autour de la viande, et après, le reste vient de se greffer autour de la viande. Et quand on leur a dit effectivement qu'on voulait proposer des menus sans viande, sans poisson, au départ, leur réaction était un petit peu... ils n'étaient pas du tout partants pour nous accompagner. Mais on a réussi à les convaincre en leur parlant du plaisir. On leur dit demain, effectivement, dans vos cuisines, vous n'avez plus de viande ni de poisson et il faut élaborer un menu pour faire plaisir aux enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et à partir de là, on a commencé effectivement à réfléchir avec eux. Et il faut savoir que toutes les recettes que l'on met en place, c'est un groupe de travail que l'on fait avec nos cuisiniers. Donc, quel intérêt, toujours des repas contenant plus d'ingrédients bio et aussi sensibilisation des élèves et par le biais des élèves, de leurs parents. Donc, les actions de communication utilisées autour de ce menu, sensibilisation des élus, il a fallu les convaincre. Donc on les a emmenés voir, on leur a fait mettre les bottes, on est allé voir les agriculteurs, on les a amenés dans les champs. Visite de sites de production, donc on est allé les voir, respectueux de l'environnement. Donc explication et valorisation de la démarche auprès des convives. Donc on va voir les enfants, on leur explique. En commission de menu, nous, effectivement, on tient vraiment à ce que les enfants soient présents pour avoir un retour sur leur alimentation, un retour qui n'est pas transformé par l'adulte. Parce que souvent, l'adulte a tendance à interpréter les propos de l'enfant ou à parler à son propre nom. Donc, le retour direct, effectivement, des enfants est vraiment important. Et mise en place d'une appellation et d'une signalisation spécifique pour tous les menus, donc dont le nom qu'on a choisi pour la planète. Donc, les outils de communication utilisés, site internet, mail, réseaux sociaux, explications aux enfants, photos et diffusion de recettes. À chaque fois qu'on fait un menu pour la planète, le menu pour la planète, la recette, on la diffuse, on la met en ligne sur notre site internet et on l'envoie dans toutes les écoles pour vraiment la mettre en avant. Et c'est une recette qu'on incite effectivement à refaire à la maison. Et l'objectif, c'est d'élaborer un petit livret de recettes en fin d'année. Là, on est à peu près à une vingtaine de recettes aujourd'hui. Donc le retour des convives par rapport à cette expérience. Donc les parents d'élèves et les enseignants sont vraiment satisfaits par cette démarche et ce sont des repas qui sont vraiment appréciés par les enfants. Donc en images, on va vous présenter quelques... Donc voilà un petit peu les exemples de recettes qu'on a pu mettre en place. Chili aux légumes, dalle indien, épeautre aux légumes, sauce aigre douce, couscous aux légumes, gratin de coquillettes aux légumes, parmentier de légumes frais et secs aux céréales, quinoa bio francilien aux petits légumes, penne et bolognaise végétarienne, riz à la brésilienne, boulgour aux lentilles, corail et aux fruits secs, risotto à la courge, butternut et aux amandes, penne au pesto de la mer. C'est dans ces fameuses penne qu'on a pu introduire l'algue. Les enfants n'ont rien vu et ils ont vraiment apprécié. Alors en images, vous allez voir quelques recettes en images, donc les photos des recettes qu'on a pu mettre en place. Je vous laisse pour découvrir un petit peu tout ce qu'on a pu faire au travers de ces menus. Voilà, si vous avez des questions, ou peut-être après les questions. Ouais. Merci. Je vous remercie. On va passer au troisième exposé peut-être avec Francine Quetfi. Bonjour, donc je suis Francine Quetfi.
J'interviens en tant qu'élue d'Arcueil, élue et 4e vice-présidente du CIRESCO, sur une perspective qui s'ouvre à nous avec la diversification de l'alimentation. Donc le CIRESCO, c'est un syndicat intercommunal, comme les autres syndicats. On a une dimension un petit peu plus grande et on existe depuis 1993, donc ce qui fait un petit peu notre identité de chacun, mais vous voyez bien que la volonté de développer une réponse publique de la restauration collective est notre patrimoine commun. Donc le CIRESCO est né en 93 de la volonté de deux villes de donner donc une réponse publique de la restauration collective. Et aujourd'hui, on est en 2017, on est à 19 villes et sur 5 départements. Donc le CIRESCO a eu vocation effectivement à se développer et prendre en compte la sollicitation de nombreuses villes. Sur la philosophie de la création du CIRESCO, je pense que c'est important d'y revenir. Donc cette réponse publique et puis de construire le CIRESCO autour d'une agriculture respectueuse des hommes et de l'environnement, de construire avec les villes et sur une certaine idée de l'organisation, c'est-à-dire que chaque ville, quelle que soit sa taille, puisqu'au CIRESCO, on a des petites villes de 600 habitants, je crois, et jusqu'à des villes de 80 000 habitants, comme La Courneuve ou Aubervilliers, je dois encore oublier des habitants, où j'en ai ajouté un petit peu. Vous voyez des villes avec des configurations très différentes et des besoins très différents. Et toutes ces villes siègent au comité syndical avec un élu, et chaque ville a autant de poids et de voix que l'ensemble des villes. Donc il fallait relever aussi le défi de la taille du CIRESCO. Oui, je voulais insister aussi. Donc les élus se réunissent en comité syndical qui se réunit 3 à 4 fois dans l'année, donc avec des représentants des différentes villes, et construisent les orientations qui vont mener à l'organisation du CIRESCO et la mise en œuvre par tous les professionnels qui composent le CIRESCO pour assurer à la fois la liaison avec les producteurs, la production du repas et la livraison dans les villes. Et donc le souci aussi pour nous, dans nos orientations, c'est de travailler en coopération avec les villes et surtout de ne pas perdre le lien avec les villes. On entend souvent parler de coopératives de villes. Voilà, nous, on souhaite aussi, c'est que les villes gardent toute leur identité, malgré la taille du CIRESCO, pour développer leurs propres projets, et que le CIRESCO soit un outil, soit une ressource qui permette à chaque ville de construire, en mutualisant les moyens, ce grand projet autour de la restauration collective et surtout de relever les enjeux des différentes problématiques qui sont soulevées. Comment on a évolué au niveau du CIRESCO? Dès le départ, il y avait cet enjeu du respect de l'agriculture respectueuse de l'homme et des environnements. Et donc, la première entrée s'est faite par le développement du commerce équitable, donc 2006-2008, avec l'introduction de produits tels que les dattes, l'ananas, le riz, les lentilles. Et c'était une première entrée pour justement se soucier d'où venaient les produits et d'avoir une agriculture qui soit respectueuse. Ensuite, en 2010, nous avons pris la problématique du bio. Alors, il faut dire que ce qui nous a permis, c'est évidemment les villes, les besoins des villes qui ont été entendus. Et comme l'a dit le directeur du précédent syndicat, on nous demande d'être très vertueux et on nous demande beaucoup d'exigences.
Et après, il faut travailler derrière et on n'a pas toujours tous les moyens de répondre. Mais on s'y est attelé avec le CIRESCO en créant les rencontres, dont c'est la 4e aujourd'hui. Et on s'est donné des thèmes pour nous aider à construire et à réfléchir au sein du CIRESCO, évidemment avec les apports extérieurs. Donc les premières, c'était en 2010 de la terre à l'assiette, donc qui intégrait cette agriculture respectueuse des hommes et de l'environnement. En 2011, nous avons repris la problématique de l'assiette en commun dans le cadre d'un service public. Puis en 2013, Et en 2013, c'était de manger en santé. Voilà. Et aujourd'hui, c'est l'assiette de demain. On voit bien qu'effectivement, depuis 1993, les problématiques se sont fortement accumulées et qu'on se doit de travailler là-dessus. Donc en 2010, on s'est lancé sur le bio et jusqu'à aujourd'hui, donc on est passé progressivement, comme ça a été dit et c'est important, de prendre le temps de construire parce que c'est pas si simple que ça. Et donc, on est passé à 9% pour atteindre aujourd'hui 14,60%, près de 15% de bio dans les assiettes. On a, pour illustrer un petit peu ce qui a été dit sur le pain et le goût, on a commencé par le pain, au niveau du pain bio. Et on a travaillé à ce moment-là, le CIRESCO s'est attaché avec un meunier, et on a travaillé sur les farines bio. Parce qu'effectivement, donc on a pris le temps de travailler pour que le pain soit effectivement apprécié par les enfants. Notre souci, c'est, comme tous, c'est que ce que l'on produit, même si c'est vertueux, il faut absolument que ça soit consommé par les enfants. Et donc, du coup, il y a aussi l'idée de l'accompagnement au goût et l'accompagnement autour de l'assiette par nos encadrants. Donc c'est des problématiques aussi que l'on a en tête. Ensuite, on a diversifié nos interventions sur le bio. Aujourd'hui, donc le bio correspond à... Attendez que je retrouve un petit peu. Je voulais vous donner quelques chiffres. Je crois que c'est 48%. Le pain correspond à 48%. Du bio. Ensuite, les fruits et les légumes, 21% de nos produits bio, et les produits laitiers, 18%. Pareil pour les produits laitiers, il y a aussi une question de goût, et il nous est arrivé d'avoir effectivement de mettre des yaourts bio devant les enfants, et le goût étant plus fort, les enfants n'étaient pas spécialement allés manger. Donc il y a aussi cette question d'accompagnement pour l'ensemble, mais cet après-midi, tout à l'heure, on interviendra sur le goût. Cet après-midi, oui. On s'est fait parallèlement aussi accompagner par le GAB, le groupement d'agriculture biologique, et la Fédération nationale d'agriculture biologique, parce qu'on s'est très vite rendu compte qu'il fallait aussi avoir la maîtrise de nos marchés publics. Et donc, ce partenariat nous a aidés à réfléchir comment structurer la filière du bio. Parce qu'effectivement, le CIRESCO, avec ses 40 000 repas par jour et le nombre de villes, est un élément qui peut participer justement au développement du bio. Je voulais ajouter, et donc on a eu des journées de travail avec la FNAB et le GAB, et aussi nous avons travaillé avec Mon Resto Responsable. Donc cette démarche-là nous a permis d'avoir un accompagnement et un suivi sur comment évoluer aussi sur ces problématiques-là, dans le sens où on a tenu le 9 octobre dernier une journée
la deuxième séance participative qui fait suite à un processus d'une adhésion d'il y a 2 ans, parce qu'on a une adhésion qui se fait sur 2 ans, qui a été renouvelée. Donc ça prouve qu'on avance sur les critères d'un développement durable. Donc sur chaque séance, on travaille à réfléchir comment on travaille au CIRESCO, faire un diagnostic et ensuite se donner des objectifs sur une démarche qui va dans le bon sens. Donc cette deuxième journée, on a eu effectivement la garantie de continuer du fait qu'on avait bien avancé sur notre démarche et que l'on pouvait continuer. Donc ce qui nous donne quand même un certificat ou une assurance que l'on travaille dans le bon sens, mais qu'il faut continuer. On n'est pas au bout. Et ces 4 piliers de cette démarche éco-responsable sont l'engagement social et territorial, l'assiette responsable, les éco-gestes et le bien-être. Voilà. Nous avons aussi créé une direction du développement durable au sein du CIRESCO. Oui, nous travaillons aussi donc, sur la diversification alimentaire et nous avons travaillé sur une alternative à la viande. Donc, depuis janvier-février 2015, ça se concrétise en janvier-février 2015, mais la réflexion s'est faite depuis plusieurs années précédentes. Et donc, c'était de proposer un autre choix que la viande. Et donc, là-dessus, on fait une proposition dans le cadre de nos doubles menus pour nos restaurants qui sont en self. On a aussi des villes qui gardent le maintien du service à table. Mais pour ceux qui sont en self, la possibilité d'avoir un deuxième choix qui soit autre que la viande, ça, on arrive à l'assurer hors mercredi, vacances scolaires et quand on a des menus à thème. Et donc, on propose aussi des plats à base de protéines végétales 1 fois par mois. Voilà, je pense que je vais m'en arrêter là, parce qu'au niveau des 3 syndicats, vous avez eu plein d'informations. Et je pense qu'on va se tenir disponible pour vos questions. Merci. Pour les questions, allons-y. Bonjour, Anne Tison, ingénieure agronome. Je travaille depuis une dizaine d'années sur la lutte contre le gaspillage alimentaire avec ceux qui produisent les repas en restauration collective, ceux qui les achètent et ceux qui les consomment. Je voulais remercier Magali Boujard d'avoir introduit un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, qui est la valorisation des excédents de la restauration collective. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que quoi qu'on faisait, et on arrivait à réduire considérablement le gaspillage alimentaire de l'ordre de 30 à 50%, il restait toujours des excédents qui étaient des denrées parfaitement consommables, hein, de grande qualité. Et on a vu, il y a déjà eu beaucoup de témoignages de tout ce qui est fait en matière de qualité de l'assiette en restauration collective. Mais selon moi, l'assiette de demain en restauration collective, c'est une assiette qui est moins gaspillée. Et pour cela, en fait, la valorisation des excédents est une piste extrêmement intéressante. Concernant le projet qu'évoquait Magali, on en est déjà à un petit peu plus de 70 000 repas équivalents qui ont été valorisés depuis une année avec la maraude des Restos du Cœur. On a d'autres projets en cours, hein, et on a développé une structure de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Excellent Excédent, qui a démarré son activité opérationnelle il y a quelques semaines, grâce notamment à un partenaire de qualité qui est la cuisine centrale de Saint-Denis, représentée par sa directrice Anne Lafalaise à mes côtés. Et voilà, on a des projets actuellement avec les territoires, avec les services de l'État, notamment la DRIL 93, pour valoriser ces repas auprès de publics en situation de grande précarité, notamment de publics qui sont hébergés dans les hôtels.
Et à ce jour, en fait, on manque d'excédents, alors que ces excédents, on sait qu'ils existent. Donc c'est un appel vibrant à tous les donateurs pour qu'ils puissent avancer sur cette voie de la valorisation de leurs excédents. Merci d'avance. Merci. Bonjour, je suis Annabelle Gragui, je suis parent d'élèves sur la ville d'Aubervilliers et je souhaitais rebondir sur la problématique des fiches techniques, puisque vous avez été plusieurs à l'évoquer, de l'accès aux fiches techniques par les aliments et les convives. Je souhaitais juste porter une information, et je suppose que vous êtes au courant, puisque professionnel du milieu, pas moi. La ville de Toulouse a mis en place une application qui se prénomme Kidimiam, et les convives peuvent avoir accès aux fiches techniques des aliments, et c'est plutôt très bien fait. Et pour ma part, en tant que maman, je trouve important de pouvoir savoir ce que ma fille va manger et ce que ma fille a mangé. Et je pense que c'est aussi une façon de remettre le citoyen au cœur de certaines problématiques et d'être donc consomme-acteur. Et c'est aussi une problématique de santé publique. Voilà. Oui, alors on ne remet pas en cause effectivement les demandes de consulter les fiches techniques. On est tout à fait conscient que vous avez besoin d'un certain nombre d'éléments d'information. Simplement, ce type d'informations, ça reste des informations, en fait, ce sont des outils de travail, les fiches techniques. Et en fait, on se demande jusqu'à quel niveau cela peut vous renseigner et vous rassurer. Parce que sur ce type, effectivement, de documents, vous avez des données qui ne sont pas des données courantes, qui sont des données, c'est un langage spécifique, hein, c'est le langage de nos cuisiniers. Et je ne vois pas comment les parents non informés, non avisés, peuvent effectivement comprendre ce type de document qui reste très technique. Alors, je ne connais pas l'application effectivement dont vous parlez sur Toulouse. Je pense que l'accès aux fiches techniques, c'est peut-être pas des fiches techniques. Je pense que c'est peut-être effectivement des documents qui sont retravaillés et pas des fiches techniques qui sont des documents de travail sur lesquels nos cuisiniers travaillent tous les jours, tout simplement. Donc oui, effectivement, pour donner cet accès à l'information, c'est important. D'ailleurs, le règlement INCO nous impose aujourd'hui de communiquer sur les fameux 14 allergènes. Demain, on devra communiquer aussi sur une liste d'ingrédients complète et effectivement aussi sur la valeur nutritionnelle des repas. On y vient. Mais trop d'informations peut aussi inquiéter. C'est-à-dire que si demain, vous voyez une fiche technique avec effectivement beaucoup de E400, E900, E600, et que vous ne connaissez pas vraiment précisément qu'est-ce que ça veut dire derrière, ça risque d'inquiéter. Alors que derrière les E, des fois, il y a des ingrédients naturels. Il y a des additifs naturels qui sont aussi qualifiés sous ces codes, ces fameux codes E, etc. Donc, je pense qu'il faut mesurer effectivement il faut informer, mais il faut informer raisonnablement. Parce que trop d'informations peut aussi inquiéter. Après, ce qu'il faut se poser ces questions aussi, c'est pourquoi aujourd'hui vous avez besoin de... C'est vrai que quand vous allez faire votre marché, par exemple, est-ce que vous demandez à votre charcutier la composition de la saucisse que vous achetez sur le marché ? Alors, vous demandez la provenance. Est-ce que vous demandez... Parce que, effectivement, quand vous avez une saucisse, il y a du gras de porc, il y a etc. Et quand on va aller voir, effectivement, une fiche technique industrielle et qu'on voit qu'il y a du gras de porc, qu'il y a des œufs, etc., ça y est aussi, c'est chez votre charcutier. Mais ça, vous n'en avez pas fait forcément la demande, parce que vous lui faites confiance. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi aujourd'hui, vous ne nous faites pas confiance ? Je veux bien donner une réponse aussi, du coup, en tant qu'élu. Sur le Ciresco, vous pouvez déjà avoir les informations sur le site du Ciresco. Vous pouvez avoir les informations par un menu qui est très détaillé, dont je n'ai pas parlé. Il y a aussi les labels sur des labels tels que label rouge pour nos volailles et nos poissons. Il y a les circuits courts et de proximité. De proximité pour le Ciresco, c'est moins de 300 km de provenance, plus bio. Ensuite, moi, ce qui me semble... Alors, ce n'est pas la fiche technique, effectivement. Ça ne répondrait pas. Après, au niveau des villes, moi, je sais que sur Arcueil, à la demande des parents d'élèves élus, ils peuvent assister au repas au temps de la pause méridienne et prendre le repas avec les enfants. Donc il y a des choses qui sont possibles. Et là, du coup, vous n'êtes pas face à une fiche technique.
vous êtes face à un repas réel qui est pris, et vous voyez l'ensemble de la pause méridienne, et comme on disait, se nourrir, avoir du plaisir, et le troisième, manger en convivialité. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes et qui sont, à mon avis, réelles, et ça me semble important. Et en dernier, on peut aussi venir visiter le Ciresco à l'échelle de la ville avec les parents élus pour se rendre compte de ce que c'est qu'une production collective. Voilà, je pense que ça, c'est des réponses dont il faut vraiment se saisir.